Salut, ici Naomi et Daniela. Bienvenue sur la saison A de notre podcast On Trip Nature. Dans chaque épisode, avec nos invités, on se penche sur les solutions pour transformer notre façon de voyager et encourager des pratiques régénératrices. Comment le tourisme peut être au service des communautés et de la planète? Alors, rejoignez-nous dans cette incroyable aventure vers son tourisme à impact positif. En attendant le prochain épisode, tripons sur les réseaux. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast sur le tourisme régénératif. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Johan Vincent, professeur à l'Université d'Angers. Préparez-vous à un voyage dans le temps, car nous allons plonger dans les racines du tourisme et découvrir comment cette activité s'est développée à travers l'histoire avec un grand H. En compagnie de Johan Vincent, nous tenterons de comprendre comment nous en sommes arrivés au tourisme actuel. On jasera aussi des enjeux environnementaux et sociaux qui en ont découlé. Alors, attachez vos ceintures pour un voyage passionnant dans les moments clés qui ont forgé cette industrie en perpétuelle évolution. Bonjour Johan, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu? Mais très bien, très bien. Merci beaucoup pour cette invitation et bonjour à toutes et tous. Donc, comme d'habitude, avant de commencer, nous allons t'introduire à l'audience. Donc, Johan Vincent, enseignant-chercheur à l'Histoire Université d'Angers. Tu es spécialiste de l'histoire du tourisme et travailles également sur le tourisme balnéaire, les patrimoines maritimes, les risques naturels littoraux et les enjeux fonciers. Tu as écrit également un cinquantaine d'articles scientifiques et 11 ouvrages sur les divers sujets. Merci d'être aujourd'hui avec nous. Très bien, très bien. Je suis très heureux de pouvoir partager cette riche histoire du tourisme avec vous et d'aborder donc plus de 2-3 siècles d'histoire et évoquer finalement des enjeux qui peuvent être encore très actuels désormais. Super, et en effet, on a hâte de t'entendre. Et pour commencer, qu'est-ce que c'est le tourisme vraiment? Comment est-ce qu'on pourrait définir le tourisme pour quelqu'un de novice qui a du mal, étant donné que le tourisme englobe de nombreuses industries, c'est un peu comme on pourrait dire un panier avec plein de différents outils ou bonbons. Du coup, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on pourrait définir ça de manière simple pour qu'un enfant, par exemple, de 5 ans puisse le comprendre. Alors, la définition que je donne de temps en temps à mes étudiants et mes étudiantes, c'est que le voyageur, sa motivation première, c'est de partir. Le touriste, sa motivation première, c'est de revenir. Donc dans les deux cas, l'idée, c'est de partir de chez soi, hein, de vivre un moment hors quotidien, donc pour le loisir, pour son apprentissage. Mais le tourisme a cette volonté de faire un tour, c'est-à-dire qu'on part de chez soi, on fait quelque chose à l'extérieur de chez soi, on rapporte éventuellement quelque chose de l'extérieur de chez soi, une expérience, un objet, des souvenirs, des échanges, et on revient chez soi pour le partager, si possible, avec les personnes qui sont restées sur place. Et donc, pour ça, le tourisme, c'est véritablement ça. Et ensuite, il y a une définition officielle de l'Organisation mondiale du tourisme qui fait que est touriste une personne qui part de chez elle, partir pour ses loisirs et qui va y partir pour au moins 24 heures, c'est-à-dire qu'il ne va pas dormir chez elle la nuit suivante. Et ceci pour une période de moins d'un an. À partir du moment où ça dépasse la période d'un an, on estime que c'est déjà plus un touriste. Et donc c'est ça la définition officielle, mais en fait qui fait qu'on passe à côté, par exemple, de toutes les pratiques en relation avec le tourisme de proximité, par exemple. Une personne qui s'en va faire du tourisme à 50 km de chez elle, si elle part pour la journée, alors certains estimeront que ce sont des excursionnistes, et puis d'autres vont les mettre quand même dans la partie des touristes parce que certaines personnes, en fait, vont visiter un musée, vont visiter un plus beau village de France, par exemple, pour rester sur le cas français. Et puis elles reviennent chez elles parce que c'est à 50 ou c'est à 100 km ou c'est à 200 km. Donc finalement, elles partent quand même en voyage. Elles s'organisent pour ce voyage, elles vont faire un tour, mais en fait, elles vont pas dormir chez elles. Enfin, elles reviennent dormir chez elles, excusez-moi.
Bah, merci, oui, c'est vrai que c'est un petit peu complexe des fois à comprendre tous les certains niveaux qu'il peut y avoir, entre tourisme, voyageurs et excursionnistes. Mais au moins tu as bien éclairé tout ça et je pense maintenant on a une meilleure compréhension aussi quand on parle, du coup de tourisme. Parce qu'on sait que le voyage existe vraiment depuis des siècles et des années. Il y a toujours eu des déplacements de population, comme par exemple avec les routes de la soie, les périodes de la colonisation et cetera. Mais qu'est-ce qui pouvait être vraiment considéré comme une sorte de tourisme? Alors, c'est un vaste sujet déjà que celui-ci parce que, quand, les historiens ont commencé à s'intéresser au tourisme, alors déjà les historiens s'y sont intéressés tardivement, par rapport à d'autres disciplines scientifiques, mais quand ils s'y sont intéressés, ils ont déterminé d'abord la période du 19e et du 20e siècle. Et puis on a commencé progressivement à remonter le temps. Et c'est ainsi que, on a découvert, des phénomènes touristiques déjà au XVIIIe, déjà au XVIIe siècle et puis certains ont voulu remonter encore et encore jusqu'à la fin du Moyen Âge, hein, donc le 14e et le 15e siècle. Et à ce moment-là, les historiens se sont posés, les historiens du tourisme se sont posés et se sont dit: «Mais, en effet, d'un côté, nous avons des voyageurs et de l'autre côté, nous avons des touristes. Donc, qu'est-ce qui nous permet de distinguer l'un de l'autre? Parce qu'il y a quand même une grande confusion entre le voyageur et le touriste. Et c'est ce qui fait que les historiens du tourisme pensent désormais qu'on peut véritablement parler de tourisme plutôt au XVIIe siècle, à partir du XVIIe siècle. Précédemment, on a plus affaire à des voyageurs. Et dans ce cadre, pourquoi dire qu'on a du tourisme au XVIIe siècle? Parce que, on a à ce moment-là, des aménagements qui sont, réalisés pour cette clientèle, spécifique qui se déplace, mais qui ne se déplace pas pour se déplacer, qui se déplace, pour, ses loisirs ou pour, apprendre de nouvelles choses. Et au XVIIe siècle commence un, vaste phénomène qui s'appelle le Grand Tour, qui, sont ces voyages des aristocrates, des nobles, des élites bourgeoises, qui décident d'aller partir à l'étranger pour consolider leur formation. On est véritablement à ce moment-là dans cette idée de développer le commerce, de mieux connaître les autres cultures, et c'est ainsi, et notamment c'est le cas des Anglais, on considère que ce sont les premiers finalement à avoir pratiqué ce grand tour. Donc ces Anglais qui s'en vont dans les pays germaniques, qui s'en vont en France et qui s'en vont surtout en Italie. Une grande redécouverte de l'Italie qui fait que eh bien on a une motivation très très forte du tourisme qui se développe à partir de cette période. Mais c'est mélangé en fait ce grand tour. Il ne faut pas se dire que les gens ne font finalement que du tourisme pour découvrir le territoire. En même temps, ils rencontrent d'éventuels partenaires futurs, hein. C'est aussi le moyen de prendre connaissance de la famille plus lointaine, hein, parce qu'on est là avec des familles aristocratiques, des familles de grande bourgeoisie, et donc elles sont installées dans des villes qui peuvent être lointaines. Et de ce fait, bah, finalement, on a une deuxième grande motivation qui apparaît en relation avec la famille, avec les amis, et puis ça va dériver progressivement vers évidemment le divertissement. Et puis la troisième grande motivation, et encore j'aurais pu passer par là parce qu'en fait c'est souvent cette pratique qui est évoquée quand on aborde les déplacements. Il y a toute la thématique en relation avec la santé. Et on a des stations thermales, hein, qui sont fréquentées, que ce soit en Europe comme en Amérique du Nord, qui font que les personnes apprécient les eaux thermales, la pratique du thermalisme donc, qui bah, s'est renouvelée à partir de l'époque médiévale d'ailleurs, hein, parce que ça c'était des bienfaits qui étaient connus déjà au moment de l'Antiquité, mais à l'époque médiévale on redécouvre certaines sources, par exemple à Aix-les-Bains en France, ce qui fait que, eh bien, c'est un petit peu pour ça aussi, je pense qu'il y a quelquefois une confusion entre voyageurs et tourisme sur cette période médiévale. Mais au XVIIe et au XVIIIe et encore plus au XIXe,
on a cette folie des eaux, hein, qui fait que on va avoir des aménagements autour des sources d'eau thermale, avec des pavillons thermaux, des équipements pour permettre aux populations d'être hébergées sur place, et puis les fameux aussi divertissements, parce que c'est bien joli de prendre les eaux, mais ça n'occupe quand même qu'un temps limité de la journée. Et donc c'est ce qui fait que ces trois motivations vont être à l'origine d'un phénomène touristique important. Alors d'abord limité, on pourrait dire aux élites, mais on sait quand même qu'une partie de ces pratiques sont aussi réalisées par des personnes d'une condition très modeste en fait. Mais bon, elles n'ont pas laissé beaucoup de traces dans les archives, donc on les connaît mal, mais pourtant ça existe. Puis il y a le petit côté aussi clinquant, hein, qui plaît tant aux chercheurs, qui se dit, oh, il y a quelque chose à aller regarder ce que font les grands de ce monde, les grandes fêtes, il y a des choses à montrer. Donc bon, il y a aussi la déformation professionnelle qui a sans doute faussé un petit peu notre perception. Mais bon, désormais on essaye de le corriger. Et donc ça fait que on est sur un phénomène plutôt limité, mais qui prend progressivement de l'ampleur, qui va particulièrement transformer des territoires et des paysages. Je pense par exemple à la ville de Bath, hein, qui donc en Angleterre est une station thermale visité depuis au moins le XVIIe siècle. Enfin bon, il y avait déjà des termes à l'époque romaine, hein, et donc au XVIIe et au XVIIIe siècle, un aménagement beaucoup plus construit qui fait qu'on a une véritable architecture qui s'est édifiée, et puis la présence de personnes royales, je pense par exemple à Georges III d'Angleterre, qui va amener aussi un intérêt pour ce territoire. Et on retrouve ça évidemment aussi en Amérique du Nord, par exemple, du côté de Saratoga Springs, excusez-moi, qui est une station thermale qui se constitue dans le dernier quart du XVIIIe siècle et qui fait que même 50 ans après, parce qu'on a le témoignage d'un certain Elihu Hoyt en 1827, 50 ans après, on a quelque chose qui est véritablement constitué avec des hébergements et déjà pour toute une saison thermale à l'époque, pour cette station-là, de Saratoga Springs, 12 000 personnes qui viennent à l'année. Bon, alors évidemment, ça peut paraître modeste, mais quand on n'est pas préparé à recevoir ne serait-ce que 100 personnes chez soi, c'est souvent là que se font les différences. C'est-à-dire que quand vous êtes préparé à en accueillir 100 millions, par exemple, hein, si vous en avez 1 million de plus, bon, ça ne vous fera pas beaucoup de différence. Vous verrez peut-être même moins que si vous n'y êtes pas préparé et que vous devez recevoir 100 personnes. Et à ce moment-là, évidemment, cet aspect-là doivent être pris en considération. C'est souvent au tout début de l'activité balnéaire que se font les plus grandes transformations en matière d'usage du territoire. Merci beaucoup pour un petit peu ce petit rappel historique. Mais du coup, donc c'est à partir de ces années qu'on a vu une transformation du territoire. Mais comment on en est vraiment arrivé au final au tourisme actuel, au tourisme qu'on consomme de nos jours? Alors, ce phénomène, évidemment, s'est amplifié parce que, comme je vous l'ai dit, au début, c'est plutôt une pratique élitiste, hein. Au 19e siècle, ça commence à évoluer vers moi, ce que j'appelle une première massification qui intervient à la fin du 19e siècle, parce qu'on a des modifications dans les transports. Là, au 18e siècle, vous mettiez 4 jours en diligence pour rejoindre Paris à une commune de la Méditerranée qui s'appelle Hyères. Euh, avec le chemin de fer, vous n'en mettez plus que 16 heures. Pour certains, ça peut paraître beaucoup, mais pour les personnes, on passe quand même de 114 heures à 16 heures. Il y a quand même une petite différence. Et puis, évidemment, il y a des capitaux hein, qui sont aussi investis dans ces activités. Donc, la construction de grands hôtels, notamment, je pense à Baltimore, hein, donc des hôtels là qui sont conçus pour recevoir des personnes, mais dans des centaines de chambres. On n'est plus dans le petit hôtel ou l'auberge qui présente des bancs ou une petite couche pour héberger une quinzaine de personnes dans une salle commune. Là, désormais, on a véritablement un espace dédié à l'hébergement
qui permet de conserver ses affaires en sécurité, qui permet un séjour sur la longue durée. Il y a aussi, évidemment, la volonté désormais, de, faire en sorte que la plus grande partie de la population bénéficie, des activités en relation avec, l'activité, touristique. Alors on a, l'activité balnéaire, les bains de mer qui se développent depuis la fin du XVIIe siècle, hein, par exemple à Margate en Angleterre et qu'on retrouve, donc, en plus grand essor, au XVIIIe et au XIXe siècle. Hein, les gens prennent l'habitude de venir sur le bord de mer, hein, parce qu'on pourrait se dire, ils viennent sur le bord de mer, par exemple, pour la santé, l'air iodé, etc. Mais bon, s'ils sont en bonne santé, pourquoi ils viendraient chez nous? Or, ils reviennent, et donc les gens prennent l'habitude de revenir. C'est le cas, par exemple, des planteurs de la Caroline du Sud, hein, qui s'en vont du côté de Newport, hein, État de New York, non, Rhode Island, excusez-moi, et donc qui fait que les gens prennent aussi cette habitude de voyager et puis de se retrouver en famille sur ces territoires. Donc les nouvelles activités se développent. Il y a l'alpinisme aussi qui se développe en montagne. L'alpinisme avant le ski, hein. Le ski c'est plutôt fin 19e, début 20e siècle. Avant on pratique la luge. Donc la montagne aussi est investie par l'activité touristique. Et puis la campagne est investie par l'activité touristique là aussi parce que donc l'idée c'est de profiter du bon air et du bon air si possible entre amis, avec la famille, et de façon à ce que on change d'air finalement, c'est un peu ça. Au 19e siècle, l'idée c'est de changer d'air et le tourisme participe à ça. Alors la chose évidemment se complexifie au fur et à mesure que les intérêts se multiplient, et on a de nouvelles activités qui se développent en relation avec le tourisme, mais pas seulement. Par exemple, l'activité des sports, les sports modernes. Fin 19e siècle, le tennis, le football, l'équitation, l'escrime, il y a de l'escrime aussi qui se pratique dans les stations balnéaires par exemple, et tous ces sports modernes, quand ils n'ont pas d'équipement dans les grandes villes, finalement ils se pratiquent dans les stations touristiques. Parce que, évidemment, on a une population qui est intéressée par cette activité, qui se trouve que l'activité sportive, c'est une activité qui est intéressante d'un point de vue ludique, et qui permet de valoriser finalement quelque chose qu'on cachait peut-être quelquefois, c'est-à-dire le corps. Or, on a une nouvelle activité touristique qui se développe à la fin du 19e et au début du 20e siècle, le naturisme et le nudisme, notamment par l'intermédiaire d'Alfred Korr en Allemagne, mais pas seulement, on a aussi des théoriciens un petit peu partout dans le monde, qui fait que les gens désormais valorisent le corps. On a dans les stations balnéaires la révolution du bronzage, hein, donc 19e siècle, enfin 17e, 18e, 19e siècle, on ne bronze pas parce que la peau bronzée, c'est pour les pauvres, c'est ceux qui travaillent à l'air libre dans les champs. 20e siècle, les pauvres, ils travaillent plutôt dans les bureaux. Oui, ça change, hein, l'exode rural est passé par là, et fait que désormais, pour montrer qu'on est des personnes de bonnes conditions sociales, bronzer, c'est bien. Et donc, révolution du bronzage. On a le ski, hein, tout le travail sur la vitesse aussi, hein, on est sur cette idée au début du XXe siècle de la modernité. La modernité, elle passe par la vitesse, et donc le ski alpin, hein, là ici, plus particulièrement, ça y participe tout à fait, et donc on se retrouve avec des stations de ski qui se mettent en place en Europe, en Amérique du Nord et un petit peu partout dans le monde. J'ai oublié d'évoquer évidemment dans les parties de l'empire colonial, tout ce qui va être les hill stations, hein, donc les coloniaux qui sont dans des villes où évidemment ils ne sont pas habitués aux fortes chaleurs, ils se retrouvent dans des stations d'altitude. Et là aussi, finalement, ça participe à la diffusion d'un certain art de vivre. Et au XXe siècle, on a une activité touristique qui est parfaitement implantée dans le monde occidental. Et je serais tenté de dire, ça commence à l'être un petit peu partout dans le monde. Les stations balnéaires d'Afrique du Sud, ce sont les années 1880-1890 qui donc sont déjà en place. Alors bizarrement quelquefois d'ailleurs avec
partition selon les races, hein, donc je crois que il y a quelque chose qui est très très marqué. C'est le cas également aux États-Unis, hein. On a des plages qui sont dédiées pour les blancs et d'autres pour les noirs, hein. Donc on est véritablement sur une reproduction sociale. C'est ça qui est assez étonnant avec le tourisme, c'est que le tourisme est censé se déconnecter du quotidien, parce que c'est notamment pour faire des activités du hors quotidien qu'on fait du tourisme, et pourtant on a malgré tout des reproductions sociales dans les activités touristiques selon les régions du monde. Et donc cette activité touristique qui, entre guillemets, s'est emparée du corps, fait que au XXe siècle, on va continuer justement à valoriser cette activité d'un point de vue occidental, et puis ça va aussi nourrir les territoires partout dans le monde, avec une diffusion du modèle à travers le Club Med, par exemple, à partir de 1950, avec des activités valorisant la grande nature, notamment aux États-Unis. Là, je pense par exemple aux parcs nationaux à partir des années 1860, même si en France on a aussi quelque chose avec les réserves artistiques en 1861. Mais cette volonté justement de valoriser la nature, la grande nature, à travers la pratique touristique, hein. C'est bien ce que disent aussi, par exemple, des auteurs comme John Muir, qui évoquent justement la nécessité de préserver cette grande nature, mais en la mettant à disposition aussi des Américains. Oui, Tu, Danila. tu nous as raconté beaucoup les motivations qui étaient avant, un peu, qui ont surgi justement pour les voyageurs et de faire du voyage. Est-ce que tu penses que maintenant ou à travers les temps, cette motivation a été modifiée? Si on vient à les motivations à nos jours, qu'est-ce que tu en penses sur ça? Alors, les trois grandes motivations générales que sont la découverte du territoire, la dimension de la santé et la relation avec la famille, les amis et les loisirs, ça c'est une permanence, hein, véritablement. Alors, certains valoriseront plus à certains points plutôt que d'autres, mais il y a véritablement une permanence, et ceci partout dans le monde. C'est vrai que les formes ensuite ont pu évoluer. Du fait évidemment des nouveaux modes de consommation. On est entré aussi dans une société de consommation à partir des années 1920 aux États-Unis, à partir des années 1950-1960 en Europe, et puis avec un décalage évidemment pour le reste du monde, qui fait que le tourisme n'a pas échappé à ça. Évidemment, il est entré dans ce mode de consommation du monde. Il y a un très bel ouvrage de l'écrivain voyageur Nicolas Bouvier qui parle de l'usage du monde. Et il parle justement du voyage, hein, lui, mais comme quoi ce voyage, finalement, c'est user le monde par le voyage. Et donc, évidemment, par exemple, avec les clubs de vacances comme le Club Med, les formes de valorisation des territoires ont évolué. Le Club Med, plutôt un espace, on va dire, fermé, plutôt fermé, hein, même si évidemment il y a des interactions avec l'extérieur, que ce soit pour mobiliser les populations locales ou pour mobiliser le paysage. Mais on est sur, on va dire, un comptoir, c'est-à-dire une zone précise où il y a eu une mise en place d'un tourisme. Et puis il y a le phénomène de massification qui fait que ça transforme les populations et ça transforme les paysages. Alors, pour l'Occident et donc oui, pour le monde occidental, il y a une première massification, même si elle est discutée par les géographes, donc à la fin du XIXe siècle, où on a véritablement des aménagements importants avec des transformations des paysages, la mise en place de nouvelles villes, comme par exemple la ville de Deauville en France, qui est une création des années 1860. On en a une deuxième qui intervient après la guerre, qui fait que le monde occidental est parti à la découverte du monde entier. Et qui fait que cette diffusion a fait une transformation aussi des populations qui, à l'instar de la théorie de Michel Picard, a essayé de trouver un modèle intermédiaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu vendre complètement leur âme. Les Occidentaux avaient de très fortes attentes sur ce qu'ils voulaient voir. Les deux populations
ont ouvert une troisième voie, on va dire, un site, un espace de partage où les attentes des uns correspondent aux offrandes des autres. Hein. Donc l'idée, c'est de créer finalement un modèle intermédiaire. Lui, Michel Picard l'avait fait par rapport à Bali, dans les années 1980. Et donc l'idée, c'était ça, c'était de faire que les populations puissent vivre du tourisme sans être complètement désintégrées par l'activité touristique. Hein. Moi, j'ai travaillé sur l'intrusion balnéaire, donc sur des territoires en France, et une des questions que je m'étais posée, est-ce que c'est l'intégration du touriste ou la désintégration des populations locales? Et en fait, on voit que c'est un peu l'entre-deux, de Les façon 2 choses, justement ouais. à pouvoir contenter l'ensemble des populations. Est-ce que tu penses qu'après les covid et les motivations ou pas la motivation, mais la forme, ça commence aussi de nouveau à changer? Qu'est-ce que tu en penses, de ça? Alors oui, le Covid a donné lieu à une très large littérature scientifique pour indiquer qu'il y aura un après tourisme. Bon, alors, en fait, cette situation, enfin moi, elle m'intéresse, et elle intéresse aussi mon collègue Yves-Marie Vano, parce qu'on travaille sur tourisme et crise. Et ce qui est intéressant dans cette crise, c'est que, en fait, elle révèle très fortement les attentes d'une partie de la population dans le monde, et le désarroi d'une grande partie de l'autre population, on va dire. Dans la mesure où cette activité touristique, chacun espère qu'elle soit le plus durable possible, parce qu'il y a des investissements quand même qui sont conséquents. Maintenant, il y a toujours on va dire des sauterelles. Hein. Souvent, quand on recherche dans la littérature les personnes qui ne sont intéressées par un territoire, mais que pendant 2, 3, 4 ans, euh, c'est comme un nuage de sauterelles. Les snobs arrivent, vont sur ce territoire, détruisent le territoire, s'en vont ailleurs. Et donc ça a toujours été redouté. Euh, Depuis le début du XXe siècle, en fait. On a déjà ça comme réflexion. Avec le Covid, on a une multitude de mutations qui sont intervenues en relation avec les années 2010. Parce que en 2008, donc il y a eu une crise économique très sévère, qui fait que le monde occidental, pour récupérer des devises, a eu tendance à promouvoir son territoire, à le dire ouvert justement à l'ensemble des touristes. Or, on est à la suite, enfin, dans les conséquences de la transition démographique dans le monde, et on a donc un certain nombre de régions dans le monde où il y a une population importante et qui tend à s'enrichir, même si tout est relatif. Et donc, évidemment, dans le monde, on a bien entendu le message et on s'est dit, allons en Europe, ils nous ouvrent les portes. Donc, ce qui fait qu'on est arrivé à un phénomène de surtourisme, c'est-à-dire euh, la difficulté de s'adapter à un flux touristique important dans un temps limité. Hein. Donc, on a comme ça des phases où il y a des mutations très importantes qui surviennent et les populations qui reçoivent ne contrôlent plus suffisamment ces flux. Elles estiment être débordées et donc elles ont ce discours du surtourisme. En fait, tourisme, ça va. Le surtourisme, non, on peut plus le contrôler. Et donc, avec le Covid, on est arrivé à cette situation-là où on était en train de critiquer cette phase de surtourisme en disant les gens voyagent trop, les gens sont pas assez civilisés, hein, le fameux prisme de la civilisation par le tourisme. Ils sont pas civiques du tout. Il y a des comportements qui ne conviennent pas. Ils ne s'adaptent pas à la destination. Le Covid, heureusement qu'il arrive, on va pouvoir réfléchir véritablement à d'autres formes de tourisme. En fait, c'est un bon moyen aussi de dire aux personnes que nous avons attirées avec un énorme succès dans le monde occidental, c'est bien gentil, mais maintenant il va falloir faire un petit peu autrement et on va donc changer un petit peu la donne. C'est aussi toute la dimension en relation avec la honte de l'avion. Donc
à partir de la critique suédoise, qui est aussi confrontée à des phénomènes touristiques importants. Du coup, je me demandais comment tu vois un peu l'avenir du tourisme en ce sens? Quelles seraient les prémices ou ce qu'on pourrait s'attendre dans le futur? Alors, ça évidemment, je ne suis pas Madame Irma, hein, ça c'est une expression française, voilà, pour dire que je ne lis pas dans l'avenir. L'avantage de l'histoire, bon, ça que ça donne un petit peu d'expérience et en effet, ces crises, bien souvent, elles sont révélatrices, elles permettent de révéler finalement des tendances antérieures. Donc, il va sans doute y avoir de fortes réflexions en relation avec le transport aérien qui déjà commence à muer, hein, parce que, une partie déjà des compagnies ne sont plus dans les mains européennes, hein, ou nord-américaines, hein, donc avec une tendance à basculer vers le Moyen-Orient et vers l'Asie. Donc forcément ça aurait des conséquences, hein, pas forcément positives ou négatives, hein. Là, on n'est pas dans l'esprit du jugement, hein. Donc il y a forcément des modifications qui vont intervenir de ce point de vue-là. Sur le phénomène touristique en lui-même et sur les flux, il y a déjà des réflexions pour essayer de bénéficier mieux de l'activité touristique et d'en dégager plus de profit. Alors aux États-Unis, les populations sont très douées pour justement avoir un ratio supérieur par rapport au reste du monde sur ce point, mais on a déjà donc un certain nombre de taxes, hein, qui commencent à se développer pour bien faire en sorte de modérer soit ce flux, et surtout, je pense, profiter de ce flux, et donc de cette taxe apportée par ce flux, pour améliorer les situations. En fait, on est dans la même situation qu'au début du XXe siècle. Enfin, ce type de taxe existait déjà à la fin du 19e en Autriche et en Allemagne, mais on a ce qu'on appelle la taxe de séjour. Je ne sais pas si au Québec vous l'avez aussi, vous me faites oui de la tête, donc ça veut dire que oui. Oui, on Euh, l'a beaucoup ici. et donc, la cour taxe, donc la taxe de la cure thermale, hein, s'entend, en Autriche et en Allemagne, c'est quelque chose qui existe à la fin du 19e siècle et qui s'est diffusé un petit peu partout en Europe. Alors, je ne sais pas quoi, aux États-Unis, au Québec. Pour la France, c'est en 1910. Et c'est donc devenu la taxe des séjours à l'origine qui est posé des questions parce que les gens se disaient bah, je veux bien me prendre une taxe, mais mon concurrent, est-ce qu'il va la prendre? Est-ce que moi, je vais pas être pénalisé par rapport à ça? Et donc là, on est très certainement dans ce même phénomène avec le Covid, avec cette nécessité ou cette envie de mettre en place un certain nombre de frais supplémentaires de façon justement à mieux bénéficier de l'attraction touristique et de faire en sorte de pouvoir améliorer les conditions d'accès au voyage. Et puis le troisième point est en relation avec les voyageurs. À mesure que de plus en plus de monde vont voyager et découvrir le monde, eh bien, ils vont de plus en plus se diffuser sur l'ensemble du territoire. Alors en fait, il y a un nombre très limité de communes qui sont confrontées à un phénomène du surtourisme, parce que tout le monde va aller voir les 100 lieux qu'il faut voir ou les 100 paysages qu'il faut voir. On a ça comme ouvrage ou comme émission. On pourrait dire, on pourrait dire quasiment c'est criminel hein, de faire ça, mais bon, hein, c'est les lieux, un peu de provocation ici, les lieux qu'il faut voir en priorité. Et puis quand les gens ont vu ces lieux, bah, ils vont ailleurs, ils vont à côté, comme le font par exemple les Japonais en France. D'abord ils ont été à Paris, ils ont été ensuite dans la vallée de la Loire et sur le Mont Saint-Michel, et puis maintenant on peut les retrouver un petit peu partout. Et ça va être le cas de la majorité des populations. Alors évidemment, il y aura toujours du monde à Venise, il y aura toujours du monde à New York, il y aura peut-être toujours du monde à Barcelone, parce que le succès de Barcelone, c'est 1992, hein, donc c'est récent, hein. Mais véritablement, ça va infuser. Par exemple, Jean-René Maurice parle d'infusion touristique, hein, donc ça va se diffuser un petit peu partout sur le territoire. On peut même espérer qu'il y ait de plus en plus finalement de monde à voyager. Hein, c'est un peu là aussi une petite provocation, parce que ça permet justement de découvrir aussi ces territoires, de être confronté finalement à des échanges interculturels, à échanger sur, entre guillemets, des pratiques. Alors,
présentée comme bonne, hein, mais bon, on peut en effet ne pas douter du sentiment de ceux qui souhaitent justement développer ces bonnes pratiques. Et puis, bien finalement, éviter justement ce prisme de la société de consommation qui arrive, qui prend et qui repart. Avec des échanges interculturels, il y a véritablement cette possibilité aussi de limiter ce type de phénomène qui a toujours été craint par les populations locales, hein. Les populations locales ont toujours eu peur justement d'être confrontées à des populations venant de l'extérieur et pour lesquelles finalement auprès desquelles ils ne retirent aucun bénéfice, hein. C'est une profession quand même le tourisme, hein, donc faut pas se leurrer. Si les gens sont là, c'est aussi pour vivre du tourisme. C'est pas pour dépouiller le touriste. C'est juste pour que justement il y ait ce moment d'échange qui soit possible. Et donc de pas être dans cette situation où d'un côté on a un touriste qui a peur d'être dépouillé et puis donc qui prend les choses et qui s'en va. Et puis de l'autre, les populations locales qui ont aussi peur d'être dépouillées et puis à ce moment-là, elles sont fermées. Donc l'idée, c'est véritablement de dépasser ce cadre-là, et c'est quelque chose qui est fort dans l'activité touristique auprès des professionnels touristiques, mais qui, selon les périodes, est plus ou moins abouti. Et il y a des périodes où, en effet, ça n'a pas très bien abouti. Oui. Et comme tu parles un peu de tous les problèmes sociaux, environnementaux et qu'on a à nos jours, est-ce qu'on pourrait aussi faire un lien avec les problèmes qui existaient dans le passé? C'était aussi les mêmes cas? Il y avait aussi des problèmes sociaux et environnementaux dans des autres moments? Oui, ça a pu intervenir. Alors évidemment, c'est très variable selon les territoires. Vous pouvez très bien avoir un promoteur immobilier qui se présente sur un territoire et qui décide de privatiser des dunes ou des champs de montagne. Dans ces conditions, évidemment, vous perdez une partie de votre territoire dans lequel vous vous baladiez quand vous étiez petit ou petite. Et dans ces conditions, vous avez des conflits ici en relation avec le foncier, hein. Donc les enjeux fonciers, évidemment, c'est quelque chose qui est très très fort et on retrouve ça un petit peu partout au Mexique. Au Mexique, ça a été le fait de planter finalement une partie des parcelles, et puis à partir du moment où vous avez une plantation pendant 15 ou 20 ans, vous devenez propriétaire et à ce moment-là, vous transformez tout ça en résidence de loisirs, hein. Les travaux de Samuel Jouot là-dessus sont assez éclairants, notamment. Et donc, de ce point de vue-là, en effet, on est sur une situation de conflit. Ça peut être aussi d'un point de vue identitaire. Après tout, qui est-ce qui a raison d'un point de vue identitaire? Est-ce que pour la préservation des paysages, c'est pertinent de retrouver le entre guillemets bon état écologique antérieur, c'est-à-dire du 18e ou du 19e siècle, en se disant bah ça c'était le vrai paysage. Alors pour les historiens de l'environnement, le bon état écologique déjà, c'est compliqué pour eux. Et donc là l'idée c'est de savoir qui contrôle finalement ce territoire en termes d'identité. Parce que en fait les territoires tels qu'on les connaît aujourd'hui, euh, finalement ce sont des créations, hein. Donc même les paysages du XVIIIe siècle, des dunes de sable par exemple, qui ne seraient pas fixées, finalement est-ce que ça a un intérêt pour retrouver un bon état écologique? Alors même si on ne peut pas faire abstraction des pressions sociales sur les ressources naturelles, hein. La question de l'eau, la question de la gestion des déchets, de la production de l'énergie. Et donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui est très, très, très marqué. Dites-vous bien, par exemple, pour certains territoires de montagne, que les populations locales euh, peuvent, au début du 19e siècle, exploiter les forêts qui étaient sur les versants. Les touristes s'en plaignent, disent que c'est pas normal, qu'ils détruisent la forêt sur ces versants de montagne, sauf que c'était un moyen de l'entretenir et qu'ils se retrouvent ensuite avec des territoires qui se sont ensauvagés, hein, donc risque d'incendie, ou qui menacent de s'affaisser. Donc à ce moment-là, c'est risque d'inondation et d'effondrement des terrains.
Donc ça, dans les Pyrénées, on a ça. La thèse de Steve Agimon est assez, là aussi, intéressante de ce point de vue-là. On est sur ce phénomène entre un siècle où on se disait les populations locales détruisent le paysage et début 20e, les populations locales, faut qu'elles reviennent parce que elles valorisent le paysage, elles permettent de le maintenir en l'état. On a justement ce basculement. En fait, chaque période, c'est un discours entre les différentes populations. Ce qui fait évidemment que ça, c'est quelquefois compliqué. Hein, d'un point de vue environnemental, il est tellement globalisant, et le tourisme c'est tellement globalisant aussi, que forcément, il y a des moments où l'équilibre est atteint, et puis d'autres où l'équilibre est rompu. À ce moment-là, on recherche une nouvelle façon de retrouver cet équilibre. Et d'ailleurs, Donc, pour revenir en fait sur ton exemple, quand tu parlais du Mexique, où il y avait des personnes qui avaient du coup planté pour s'approprier un petit peu les terres, moi j'ai aussi vécu un petit peu au Mexique, pendant quelques mois et j'ai fait un stage là-bas et j'ai eu l'occasion du coup de travailler dans le tourisme sur la côte, ouest et quand je travaillais, à force d'être avec aussi parce que j'avais beaucoup d'amis locaux, eh bien, ils m'ont un peu raconté tous les torts que l'industrie touristique, arrivait, amener dans la région. Parce qu'avant, donc l'endroit où j'étais s'est vraiment développé touristiquement il y a peut-être une vingtaine d'années. Donc ils ont en fait déplacé des villages de population pour récupérer des terres et aussi pour récupérer les plus belles plages de l'endroit, qu'ils ont après privatisé complètement. Normalement, au Mexique, on n'a pas le droit aussi de construire sur des endroits où il y a des constructions, où il y a des sites religieux ou des sites de Premières Nations. Et ils ont passé sous silence ceci pour pouvoir récupérer l'endroit. Après, ça crée aussi de nombreux problèmes parce qu'ils s'accaparent l'eau de tous les villages environnants et de la côte, qui est des fois un petit peu complexe, surtout dans la période estivale parce que c'est la saison sèche. Et ils s'accaparent l'eau en fait pour eux au détriment des populations locales, pour les golfs et pour les villas et les condos des riches américains, mexicains et canadiens qui viennent y passer du bon temps. Donc oui, il y a pas mal de petits enjeux là-dessus, même si ça leur amène au final, oui, des retombées économiques, ça leur donne de l'emploi, mais d'un autre côté, ça détruit beaucoup leur culture et leur environnement. La jungle, elle a été déchirée. On s'est beaucoup baladé dans des endroits où on voyait ah bah là, ils sont en train de construire un nouveau hôtel et bah là aussi. Et ça dénature un petit peu quelque part le paysage. Et même, mais la plupart de mes amis maintenant, donc j'ai fait mon stage en 2019 et je suis retournée les voir 3 ans après et quasiment je ne reconnaissais plus l'endroit. Donc c'est vrai que je trouve que c'est un bon exemple qui illustre un petit peu tout ce que tu disais par rapport à des effets négatifs sociaux et environnementaux là-dessus. Mm. et on pourra aussi dire, je pense, avec la conversation qu'on a eue, que les torts ou les problèmes sociaux et environnementaux qu'il y avait avant, ils continuent à nos jours, mais plus forts, je pense. Disait bien l'accaparement, hein, c'est ça, parce qu'en fait, désormais, on peut être sur des acteurs qui ont une perspective mondiale. C'est-à-dire qu'ils investissent un territoire qu'ils ne connaissent pas, mais ils vont l'utiliser comme une feuille blanche, et ils vont le transformer selon leurs envies. Et de cette façon-là, ils vont retirer des bénéfices qui ne n'iront pas pour une partie d'entre eux, ou quelquefois pour la majorité d'entre ces bénéfices, aux populations qui habitent ce territoire. Donc ça, évidemment, c'est un changement d'échelle qui est important, qu'on retrouvait un petit peu déjà au XIXe siècle avec des investisseurs, mais c'était plutôt d'un point de vue continental déjà. Tandis que là, c'est véritablement une perspective mondiale et ces bénéfices, ils sont réinjectés pas toujours dans l'activité touristique. Par exemple, pour ce modèle-là, il y a de très grandes chances qu'il soit ensuite exfiltré en dehors de l'activité touristique. D'où la nécessité d'ailleurs pour les populations locales de mettre en place parfois quelques taxes supplémentaires, hein, et donc de façon justement à réinvestir dans l'activité touristique. Donc, et du coup, justement, par rapport à toute ton expertise, tout que tu et ce que tu connais et dans l'histoire, mais aussi à jour, peut-être, est-ce que tu as un exemple concret de quelques solutions à partager avec nous ou des bonnes pratiques que tu trouves actuellement? Alors là, je pourrais pas forcément te donner des solutions, j'allais dire solutions miracles par rapport à ces enjeux. Ce qu'on pourrait
mettre en valeur, c'est la dimension de la gouvernance. Je pense qu'il y a une réflexion à véritablement avoir sur la gouvernance. C'est quelque chose qui est souvent mis en avant, qui commence à s'appliquer un petit peu partout dans le monde, mais qui a quelquefois du mal justement à être bien formalisé parce que, évidemment, les intérêts sont divergents, parce que il y a plusieurs types de touristes, il y a plusieurs types de sociétés locales, et donc forcément, ce qui bénéficie à l'un peut être préjudiciable à l'autre. C'est ce qui justement ne facilite pas les choses. Donc concrètement, ce sera peut-être difficile que je puisse vous donner des éléments. Parce que ce serait peut-être mettre même en avant un modèle économique plutôt qu'un autre. Euh, Parce que là aussi, évidemment, il y a toute la dimension par exemple, de l'éco-construction qui est aussi un facteur qui peut être critiqué. Ça, il peut y avoir la dimension des mobilités, le tourisme, même si ça reste quand même assez ancien en fait. Donc, véritablement, ce serait difficile pour moi, en tant qu'historien, de répondre correctement à cette question. Je pense que là, vous voyez, je suis parti sur quelques idées, quelques pistes, mais c'est vrai que d'un point de vue concret, ça reste quelque chose qui est difficile parce que chaque territoire a quand même une histoire, et donc forcément, les attentes des populations locales sont différentes d'un territoire à l'autre. Et ce qui peut marcher sur un territoire, très bien ne pas fonctionner à 50 km plus bas. Donc véritablement, je pense que enfin, là, je vais prêcher un peu pour ma chapelle, hein, parce que moi, je milite pour une histoire justement à partir ce que j'appelle moi du bas, hein, l'échelle sur le territoire, en relation avec les populations locales. Mais véritablement, cette prise de conscience des populations de se dire que les aménagements bien doivent aussi tenir compte de l'expérience locale, ça a un très fort impact. Et d'ailleurs, on en revient un petit peu parce que les années 50, 60, 70 avaient une vision très promotéenne finalement de l'action humaine, c'est-à-dire que l'homme peut tout transformer grâce à l'ingénierie. Et on commence à y revenir un petit peu. Pas partout dans le monde, hein, je vous le dis tout net, hein, mais on y revient quand même un petit peu. Je trouvais que ton discours était aussi très proche un petit peu de la pensée régénérative. Je ne sais pas si tu connais un petit peu le mouvement du tourisme régénératif ou pas? Parce que dans les dernières, paroles que tu as évoquées sur, par exemple, penser ensemble, penser que d'abord que ça soit plutôt une approche, bottom up, que ça vienne du coup de la population locale et et je me demandais, est-ce que tu connais un petit peu ce concept ou pas? Alors non, je connais pas la notion. Je l'ai découverte avec vous, hein, parce que quand Naomi, tu m'as envoyé un message, bon je me suis dit, je vais regarder ce que c'est quand même, hein, cette affaire-là. Et donc, oui, oui, j'ai vu un petit peu ce qu'il en était. Alors, à mon avis, il y a quand même des choses qui existent depuis quelques années, au-delà de cette notion. Donc, ce sera sans doute très intéressant avec les échanges qui seront mis en valeur dans le cadre des différents podcasts, de voir justement l'appréhension des uns et des autres. Comme je l'ai dit précédemment, euh, l'effet sauterelle, on va dire, nuage de sauterelle, c'est un effet qui est redouté. Alors, on ne sait jamais trop si c'est une légende ou pas, parce que même dans le Mexique, là, où on a eu un exemple par rapport à ce que tu as développé, Naomi, qu'est-ce qui nous dit que dans 50, dans 60, dans 70 ans, ce sera pas ça le modèle finalement. Alors, ce sera pas évidemment ce que tu as connu. Ça fera un peu le paradis perdu pour Naomi, mais il y a beaucoup de Mmh, paradis perdus dans le tourisme. Il faut pas se leurrer. Il faut quelquefois, oui, se dire que on a une expérience des en effet. territoires. On peut y revenir d'ailleurs 10, 20, 30 ans après. Et peut-être qu'on ne vivra pas la même chose. Et peut-être c'est ça finalement qu'il faut attendre. C'est de ne pas avoir trop d'attentes par rapport à nos représentations, à nos images, à ce qu'on a acheté aussi en agence de voyage, et puis à ce qu'on a connu. Parce qu'évidemment, les choses changent. Il y a quand même l'usage du monde, hein. Le monde s'use malgré nous. Mmh.
C'est sûr et des fois, on peut être un peu mélancolique ou nostalgique parce que du coup, moi, j'ai vécu en Corée, toute petite entre 2007 à 2010 et je pense que la Corée est un pays, bah, qui change énormément et tellement vite que j'ai même des fois un peu peur d'y retourner parce que je vais me dire: «Bah, mes souvenirs d'enfant, de petite fille là-bas, au final, vont être tellement, détruits quand je vais y aller quelque part vu que la ville aura évolué, en fait, avec son temps». Donc c'est vrai que c'est quelque chose des fois un petit peu, à prendre avec des pincettes et à se dire, il faut chérir ces moments-là, mais aussi accepter que ça change et accepter que ça évolue. Mais c'est vrai que ça peut être, des fois un petit peu, tricky, à voir. Oui, oui, bah c'est une partie régénératrice du tourisme pour soi-même finalement. Oui, Pourrait dire ça. On utilise ces souvenirs pour aussi régénérer finalement le territoire. Alors c'est quelque chose qui est assez ancien, hein, Naomi, ne t'inquiète pas, il y a des personnes d'ailleurs qui ne reviendront plus jamais sur certains territoires. On a des témoignages par exemple. Là, dans le cadre des 40 ans de l'Histoire, on a eu une série de témoignages justement des anciens de l'Estoie intervenants ou élèves. Et mais il y avait notamment un témoignage qui disait, mais je ne retournerai plus jamais sur ce territoire parce que je sais que ça a changé. Et ce changement, c'est quelque chose qui est là aussi très ancien, alors plutôt en relation avec l'urbanisation, mais on le retrouve déjà à Biarritz en 1840. Dans les années 1840, avec Victor Hugo, hein, qui indique que si que ça continue comme ça, ben, la ville de Biarritz va être tout à fait dénaturée. Et Biarritz n'avait pas encore eu droit au passage du couple impérial Napoléon III et Eugénie. Et puis on en a d'autres, hein. Jules Verne dans les années 1850 à Pornic. Enfin bon, il y a beaucoup justement de questionnements par rapport à ce qu'on attend d'un territoire quand on est touriste. dans l'ère un petit peu capitaliste, et lors d'un entretien qu'on avait eu ensemble, Joanne, je me demandais, tu avais évoqué le terme «tout tourisme». Du coup, qu'est-ce que ça signifie en soi? Alors le tout-tourisme, c'est un concept qui est développé par les géographes notamment, qui bien montre que le tourisme s'attaque, on va dire, même si c'est un peu agressif ce mot, ce verbe, s'attaque à une multitude de territoires et à une multitude de sujets. Donc on a plein de tourisme de quelque chose, hein, le tourisme de savoir-faire, le tourisme de mémoire, etc. Donc dans les thématiques déjà, le tourisme aborde des angles très différents. Et puis sur le tout tourisme, on a aussi cette idée que bah, désormais tous les territoires peuvent être confrontés au tourisme. Il n'y a plus des parties de la Terre qui sont terra incognita pour le tourisme. Alors évidemment à des degrés différents, hein, d'un territoire à l'autre, mais tous les territoires peuvent être sujets au tourisme. Alors plus ou moins fermés. Quand c'est la guerre, bah, c'est plus compliqué. Même s'il y a du tourisme, du dark tourism, hein, donc des tourismes qui se fait aussi en zone de guerre. Et puis il y a tous les territoires, plus ou moins là aussi, envoient des touristes un petit peu partout, un petit peu partout dans le monde. C'est pour ça qu'on est là dans cette situation dans les années 2000 et 2010 sur cette idée du tout tourisme, parce que bah, désormais il y a véritablement une globalisation totale du phénomène touristique par rapport aux activités et aux occupations humaines. Mais désormais, on n'est plus comme dans les années 1950 où bah, on avait des territoires, des parties de colonies ou des pays qui n'en avaient jamais vu de tourisme de leur vie. Donc c'est un peu ça justement, ce concept du tout tourisme, c'est qu'en fait, il est tout à fait possible désormais de croiser un touriste un petit peu partout où qu'on soit dans le monde. Même s'il n'est pas sûr de venir dans le petit village où on est. Mais il suffit qu'on fasse 100 km pour faire une démarche administrative et puis eh ben, peut-être qu'on va croiser quelqu'un avec un appareil photo. Mm. Qu'est-ce qu'il vient faire là? On ne sait pas. Mais en tout cas, il y en a un. Donc voilà. Et pour fermer un petit peu la boucle, je me demandais qu'est-ce que tu souhaites que l'audience retienne vraiment de notre conversation d'aujourd'hui? Quel message tu aimerais leur laisser? Eh bien, moi, ce que je souhaiterais qu'il soit retenu, c'est cet intérêt pour l'histoire, parce que on a une très grande expérience sur les enjeux touristiques.
et très souvent, on la mobilise peu. Alors, quand il y a une crise, tout d'un coup, tout le monde s'excite, par exemple au moment du Covid, et à ce moment-là, il y a plus facilement un retour d'expérience qui est attendu de la part des historiens, avec quelquefois la volonté qu'on ait des solutions à apporter pour l'avenir. Bon, là, évidemment, ensuite, il faut essayer de rester à sa place et puis donc, montrer qu'on a de l'expérience en la matière, et on en a beaucoup pour les enjeux actuels, mais qu'en même temps, finalement, ce sont des choix qu'on doit faire aujourd'hui. Et ces choix, bien, doivent être faits avec l'ensemble de la population qui est concernée par ces choix, donc à différentes échelles, évidemment, mais avec cette nécessité de ne pas partir d'une feuille blanche. Et donc, là, deuxième point que je souhaite aussi valoriser, c'est l'importance, finalement, des populations locales. Alors, sachant que c'est bien souvent un vœu, mais pas toujours facile à appliquer, hein. Comme disait Jean-Paul Sartre, il ne suffit pas de se mettre devant le prolétariat pour avoir le prolétariat derrière soi. Ben là, c'est pareil pour les collectivités locales. Il ne suffit pas de prendre la parole en disant ce serait bien que les collectivités locales soient valorisées pour que les collectivités locales soient d'accord pour l'être, hein. Donc là aussi, nécessité de rester aussi à sa place, et c'est pas toujours le plus simple. Mais c'est véritablement ces deux points-là, une très forte expérience qu'on peut mobiliser et qu'on ne fait pas toujours, hein, donc qu'on n'utilise pas toujours. Et puis cette importance de ne pas partir d'une feuille blanche justement, et de se dire que on a des territoires sur lesquels il y a des populations et qu'elles sont quelquefois tout à fait aptes à valoriser cette expérience et à la diffuser auprès du plus grand nombre. Merci beaucoup, Johan, pour cette discussion très enrichissante qui a été très inspirante et vraiment de nous avoir éclairés sur l'histoire du tourisme. Merci encore. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura amené des réflexions et aussi des solutions, qu'il vous aura inspiré à opter pour un tourisme régénératif. Si toi aussi tu veux changer les codes du tourisme, soutiens-nous. C'est très facile. Tu peux laisser une note positive sur notre podcast et le partager à ton réseau. En attendant le prochain épisode, tripons sur les réseaux. Merci et à tantôt.